Salut les players et bienvenue dans Henri Play numéro 11. Nous sommes le mercredi 9 juin et aujourd'hui nous allons parler du tennis féminin car nous avons eu deux quarts de finale assez incroyables. Pavlyuchenkova qui a battu Rybakina 9-7 au troisième et la deuxième quart de finale a été Zidansek contre Badosa et ça a été encore 8-6 au troisième. En tout cas, ça va donner une demi-finale inédite. Au programme du jour, nous allons avoir un invité de marque, encore une fois, François-Xavier de Maison. Comme toujours, la data du jour et la chronique 15. Enfin, dans Tennis Coulisses, on retrouve Hassen et Peyo, les sabots du cœur, pour le deuxième entretien à ne pas manquer. Allez, on y va. Eh bien, moi, en tout cas, je suis très heureux de te recevoir, François-Xavier de Maison. Mais oui, moi aussi, je suis ravi. Moi, je suis très heureux parce qu'on s'est rencontrés, rappelle-toi, il y a près de 2 ans. Puisque c'était à la période où on s'était déjà croisés plus ou moins, mais Tout à fait. était à Roland-Garros, Exactement. avec une personne qui nous regarde de là-haut, Oui. Thomas Pesquet. Quand tu as dit quelqu'un qui nous regarde de là-haut, j'ai cru qu'il était mort. On parle de quelqu'un qui... Donc j'ai fait la liste des gens qui étaient décédés depuis 2 ans. Ça m'a un peu angoissé, je t'avoue. Quand tu m'as dit Thomas Pesquet, j'ai fait oui, tout à fait. Ah, j'ai une petite angoisse. Ça démarre bien. J'étais comme ça, il nous regarde de là-haut. J'ai dit, je sais pas, Bon. son grand-père, enfin je sais pas. Bon, en tout cas, on embrasse tous les gens vivants et morts et décédés. Voilà. Donc, Roland-Garros, Oui. qu'est-ce que ça représente pour toi Roland-Garros? Parce qu'on a quand même une photo de toi là. C'est Oui, pour alors j'y vais tous les ans. Moi, Oui. j'adore Roland-Garros. La première image forte de Roland-Garros, alors moi, c'est Borg. Ouais. Borg, j'étais fan de Borg. J'avais la raquette de Borg, la noire, tu sais, avec voilà. Elle est pas là. Elle est En pas bois. là. C'était un petit ami, comme ça, voilà. C'était Une donnée. une donnée noire, et j'avais toute la panoplie. Mon grand-père jouait très très bien au tennis. Ah ouais? Ouais. Et vraiment, il était très fort. Et c'était mon premier cours de tennis. J'avais le short blanc, les petites fesses moulées dans mon short blanc, un petit pull à la jambe retraite, tu sais, Oui, pull en V, bien sûr. etc. Puis j'ai pas touché une balle. J'étais vexé comme un pou, mais pas une balle. Vraiment, d'accord. j'ai cru que ça allait. Il suffisait de Ah mettre oui, la tenue. bah bien non, sûr. pas du tout. J'étais fan de Borg. J'ai été fan. Ensuite, c'est l'image de Yannick en 83. Bien sûr. Là, j'ai pleuré. J'étais comme un fou. J'ai regardé ça avec mon père. Et puis la grande émotion de la Coupe Davis avec toi en 91. Voilà, où on part perdant et tu sors un jeu. Absolument génial. Et moi, je dis souvent, c'est pas parce que c'est ta chaîne YouTube, hein, si je fais la chaîne de Yannick, je dirais c'est mon joueur préféré. Non. Tu es mon joueur préféré parce que tu faisais des trucs qui n'étaient pas dans le manuel, quoi. Tu pouvais sortir un coup à un moment donné, de gaucher, un coup absolument génial. Tu étais le joueur le plus spectaculaire, le plus inattendu. Et d'ailleurs, quand on regardait les interviews de joueurs à l'époque, ils disaient le compte, c'est celui qui nous fait le plus peur parce qu'il y a toujours un coup qui n'existe pas dans le manuel, qu'on peut pas anticiper. Donc, ouais, j'ai des souvenirs moi, un peu à l'ancienne, alors ça va être une émission un peu vintage. Je vais te parler de Chris Evert Lloyd. Pas mal. J'étais amoureux d'elle. Bah oui. Gabriela Sabatini. Pas mal. J'étais amoureux Aussi. d'elle. J'étais amoureux d'elle. C'est exceptionnel. Voilà, j'ai des souvenirs de tennis féminin. Martina Navratilova qui m'impressionnait par sa force. J'ai des souvenirs de Connors, le match Connors-Chang à Roland-Garros. Non, parce que toi, tu as quand même une vie et une carrière assez exceptionnelle. Parce que tu pars quand même de trader de New York. Oui, je pars de très loin. Je De pars de très loin pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Ouais, j'étais Alors, fait. il y a eu un passage assez difficile, assez dur. Mes parents, pour leur faire plaisir, parce qu'ils avaient quand même pas mal investi dans mes études, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse des études, donc j'ai fait Sciences Po, Paris, et puis je suis parti faire le fiscaliste à Paris, et puis à New York, et puis j'ai vécu les événements du 11 septembre en direct. Ça t'a marqué, ça? Ça m'a fait prendre conscience que la vie était très courte. Et je suis rentré en France avec un spectacle, et puis depuis j'ai enchaîné. Mais qu'est-ce qui t'a fait basculer de l'autre côté? J'ai toujours eu cette passion. J'ai fait le cours Florent quand j'étais plus jeune. D'accord. La classique du cours Florent. J'ai toujours voulu être acteur. Et puis j'avais réfréné cet élan parce que mes parents, et je te dis, ça leur faisait très très peur ce métier d'acteur. Donc je voulais les rassurer. Comme donc, sportif de haut niveau. Hein. Voilà. Et puis je me suis marié à l'époque. Et puis voilà, je suis parti aux États-Unis et je me suis dit non, que c'était pas ma vie, que je voulais monter sur scène, que je voulais faire de ma vie une aventure et pas être tous les jours dans un bureau. Aujourd'hui, bientôt 15 ans après, aujourd'hui, je regrette pas ce choix en tout cas. Et en plus, tu as une nouvelle passion aussi.
passion du vin. Oui, c'est une vraie passion, c'est une vraie aventure. Avec Dominique Laporte, meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, on fait du vin et on s'amuse comme des petits fous. C'est l'occasion de faire plein de rencontres, le vin. Alors François-Xavier, quel est le match qui t'a le plus marqué à Roland-Garros? Tu t'es dit que tu es resté scotché, quoi. Alors, je suis resté scotché parce que c'était une finale. J'avais été invité par Lacoste, donc tu sais, c'est la petite loge avec les géraniums, là, tout ça. J'étais avec Benoît Magimel et j'ai fait une insolation. Donc, le match a beaucoup trop duré, ils ont fait 5-7. J'avais peut-être un peu forcé sur le déjeuner Lacoste au village. Et je me souviens le moment où le match est fini, ils m'ont dit on va se finir dans un resto, tout ça. J'ai dit je suis pas en état. Et je suis rentré chez moi, j'avais des frissons comme ça, voilà. Donc voilà un souvenir concret de Roland-Garros. Et tu te souviens qui a joué? Écoute, merde, je me souviens plus. Eh bien François-Xavier FX, merci beaucoup et il faut qu'on joue au paddle. Il faut qu'on joue au paddle absolument, je suis pour l'instant imbattable dans les PO. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. La data du jour, Swiatek, c'est la reine de la terre battue. Vous savez pourquoi? Parce que depuis 2020, elle a joué 47 et on a gagné 37. Ce qui équivaut à 2,8 jeux laissés à chaque set. C'est pas une mutante, ça? Chronique 15, 1990. Une année un petit peu particulière, vous savez pourquoi? Parce que c'était un Roland-Garros un petit peu dingue, un petit peu difficile pour moi. Il y a eu beaucoup de matchs en 5-7 et notamment un match contre Andriy Chestokov où là, j'ai bien débuté, je mène 2-7-0, tout va bien. Et malheureusement, il revient à 2-7 partout. Alors là, on se dit, est-ce que Henri Lecomte va perdre à Roland-Garros en 5-7? Eh bien non. J'ai réussi à mettre la vitesse supplémentaire et j'ai gagné. Mais malheureusement, quand c'est pas Mats Wilander, il y a toujours un Suédois qui est là, qui passe par là et qui m'embête. Je l'avais déjà battu auparavant, Jonas Svensson. Eh bien non, je perds contre lui en quart de finale. Et pour la finale homme, nous avons une finale un petit peu particulière, inédite, puisque nous avons Andrés Gomez, qui à l'époque était le plus vieux, aujourd'hui ce n'est pas le cas, contre André Agassi. Et il y a une petite histoire là-dessous. André Agassi, dit Dédé, avait un petit problème de chevelure. Et ça lui a pris un peu, c'est le cas de dire, la tête. Et il a perdu contre Andrés Gomez. On peut revenir aussi sur la finale femme, qui a été une très belle finale entre Monica Seles et Steffi Graf. Monica Seles l'emporte. Et d'un autre côté, nous avons aussi Jennifer Capriati, pour ceux qui s'en souviennent, à 14 ans, elle a été en finale. Pas mal, non? J'ai accepté, entre deux galas, d'aller rencontrer des gens de science et de nous confronter à des patients pour observer. Donc on était parti vraiment dans une étude purement animale. L'idée était de voir comment cet animal qui n'a pas été dressé comme un chien est capable de s'orienter sur une personne et de sentir cela. Notre travail à nous, c'est d'aller détecter le patient le plus fragile qui est en partance pour créer de la vie et régler pas mal de choses pour aller chercher le meilleur de chacun et l'accompagner, l'apaiser et bien sûr permettre un décès. Dans les meilleures conditions. Exactement. Et par la suite est arrivée toute la question sociale et humaine, puisque les Sabots du Cœur aujourd'hui, on est une association, loi 1901. Ça a été créé quand? Tu l'as créé quand? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ouais. D'accord. Il n'y a pas 1 euro d'argent public, c'est que des mécènes, des privés, des dons. On est tous bénévoles. Ici à Calais, on a la chance, et c'est pourquoi est-ce qu'on est arrivé ici. On a une unité palliative qui est merveilleuse, qui est très lumineuse, qui est ouverte sur un jardin. Ouais. Une équipe, et ça c'est très important, qui est là par conviction et non pas des agents hospitaliers qu'on a placés à droite à gauche. Ils viennent avec un vrai projet professionnel, un vrai cadre de dignité, d'envie. Alors ça change tout, mais c'est une unité qui est quand même, je pense que dans ce style-là, il doit y en avoir 5 en France. Quelle passion, quel courage. Moi je ne peux que
j'ai eu la chance, je t'ai rencontré la première fois, c'était quand tu avais fait, il y a ça lui un an, ouais. Plus d'un an, où tu avais fait la démonstration avec Peyo, où tu avais fait ce moment extraordinaire de pouvoir pénétrer dans une église avec ce cheval merveilleux et de pouvoir avoir un concert, bien sûr. C'est de l'opéra d'ailleurs, c'était de l'opéra. Ouais, j'ai eu la chance dans cette fabuleuse église à Calais de pouvoir réunir mes amis avec qui j'ai toujours tourné depuis toujours dans le monde entier pour les galas, pour les spectacles, et puis de réunir également les soignants, les familles et aussi du public. On a eu droit à des témoignages qui, même moi, m'ont vraiment bouleversé sur le quotidien. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, on est tellement la tête dans le guidon. Et je passe mon temps entre les chambres funéraires, la morgue, le palliatif et l'écurie pour essayer de créer une synergie. Et c'est vrai que dès qu'on met un pied ou dès qu'une personne extérieure arrive, comme toi aujourd'hui, et je suis vraiment heureux de t'accueillir, de se dire, ah ouais, effectivement, ce que l'on fait au quotidien n'est pas banal. Et surtout, on se rend compte que ça a un vrai sens et c'est ce qui nous pousse et donne des ailes, d'une part à protéger Peyo parce que lui ça reste un cheval et qu'il n'a rien demandé, donc tant qu'il a cette faculté cognitive d'aller sentir et cette liberté de se déplacer tranquillement, on ira. Le jour où il n'a plus envie, lui fera autre chose, on continuera. Mais en tout cas voilà, Peyo ça reste un cheval, il a beau être unique, c'est un étalon, il reproduit, il a des poulains, il va dehors. Et tu crois qu'on va avoir un Peyo 2 ? C'est possible. Alors, je ne te cache pas que il a aujourd'hui beaucoup de poulains. On pense très sincèrement que sur toute sa progéniture, deux sont émotionnellement très différents. Je ne les ai encore jamais rencontrés. Je ne te cache pas que ça me suffit. Oui. C'est quand même Est-ce que, au point de vue, là, c'est vraiment la question personnelle en tant que toi, Hassan. Émotionnellement, physiquement, moralement, ça doit être dur aussi. Alors, je me dis, effectivement, c'est dur, c'est violent, ça impacte sur tout. Avoir très souvent le mal-être, la violence physique, sociale, émotionnelle, le sang, les odeurs, c'est très violent. En revanche, je le sais pourquoi je le fais. Voilà. Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai peur de rien, et j'ai peur de personne. J'attends rien de personne et je m'éclate à faire ce que j'aime pour les autres et ça c'est une vraie force. Il est vrai qu'ils sont un peu plus performants sur gazon. On a vu beaucoup de résultats, que ce soit Richard Gasquet, que ce soit Joe Fritzonga, même sur les surfaces en dur. La terre battue, c'est la surface la plus dure. Alors il est vrai que si on arrive à bien se préparer, c'était le cas pour moi, sur terre battue, j'avais un physique d'enfer derrière. C'est la surface la plus contraignante et la plus difficile à dompter. Bonne question. Collinette, bonne remarque. C'est vrai qu'on peut voir souvent notre ami Novak Djokovic, dès qu'il est mené, hop, il s'en va et il revient, hop, il est en pleine forme. On peut utiliser, on a le droit, c'est dans le règlement, on a la possibilité de pouvoir, bien sûr, sortir du cours pour se changer de tenue, comme l'a fait aussi son homologue italien. Il est vrai que quand il est revenu, il n'y avait plus du tout le même joueur. Concernant le temps qu'il prend à chaque fois au service, il reste dans le temps réglementaire. Donc on ne peut rien lui dire, sauf s'il dépasse un tout petit peu. C'est vrai qu'il fait rebondir parfois sa balle 29 fois, 13 fois, 16 fois. Agnès, oui, il est vrai qu'on a parlé pas mal de fois de la programmation et qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs féminins en night session. Je crois que ça doit être un accord qui a été pris entre la direction du tournoi et ceux qui retransmettent les matchs. Ils décident, c'est bien dommage, mais je peux rien y faire. En replay numéro 11, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous à demain, 10h30, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout de poser des questions. Ciao, à demain.